Alors, on va parler, on a trois panélistes très dynamiques. Si je me fie un peu à notre pré-rencontre tantôt, je vais vous les présenter maintenant. Prendre le temps de vous les présenter, ça vaut la peine. Je vais commencer. Alors, je vais commencer par Pierre-André Leboeuf, qui est, voilà, il fait des beaux sourires puis un signe de la main. Alors, vous allez constater qu'on a affaire à des bonnes pointures au niveau environnement et qui en ont beaucoup à dire. Donc, diplômé d'un baccalauréat en communication publique à l'Université Laval et d'une maîtrise en gestion de l'environnement et développement durable à l'Université de Sherbrooke, Pierre-André Leboeuf est chargé de projet développement durable pour l'entreprise Soprema Canada. L'entreprise Soprema, vous connaissez ça, tout le monde? Avez-vous déjà entendu parler de ça ou si c'est une nouveauté pour vous aujourd'hui? Levons la main ceux qui ont déjà entendu parler de Soprema. Bon, on est en pays de connaissance un peu. Depuis mai 2018. Il est d'ailleurs à l'origine de la démarche de développement durable et en plus d'être responsable de la quantification des impacts, Pierre-André chapeaute l'élaboration des cibles et des stratégies vouées à améliorer les pratiques de l'entreprise. Il contribue à plusieurs projets, dont la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des GES, et la réduction des déchets, les analyses de cycle de vie et des produits et l'intégration du contenu recyclé dans ceux-ci. On a un deuxième panéliste qui est M. Bouillon. Tommy Bouillon, donc, de Brick Recycle. Brick Recycle est une nouvelle technologie que d'ailleurs vous pouvez voir sur le parterre ici, tout près. C'est une nouvelle technologie signée Maçonnerie Graton, capable de nettoyer la brique sans percussion directement sur le site et en rendant 99,5% de celle-ci prête pour la réinstallation. Quand on sait à quel point dans les destructions d'immeubles, la brique, c'est un enjeu, la brique, elle s'en va à l'enfouissement en général. Alors, on est très, très heureux, très, très fiers que Tommy ait développé cette nouvelle technologie. Excellente opportunité pour économiser de l'argent, diminuer son empreinte carbone et bâtir de façon durable. Originaire de Sainte-Luce, curieux et habile manuellement, il a travaillé comme mécanicien en découvrant son talent à résoudre des problèmes par les meilleures solutions possibles. Alors, ce qui l'a amené à poursuivre des études en aéronautique. Je ne vois pas tout à fait le lien entre la brique et l'aéronautique, mais bon, ça a marché. C'est les tours du 11 septembre, l'avion qui ont annulé mon stage. D'accord. Wow. Président et fondateur de Maçonnerie Graton depuis 2007, il amène Maçonnerie Graton vers l'obtention du certificat éco-responsable niveau 1 en 2021. L'entreprise Brick Recycle est le résultat de 2 années de recherche et portant sur la machine à recycler la brique avec le soutien de Recycle Québec. Alors, on a un autre panéliste, Alexandre Bellil de Norbec. Norbec, ça vous dit quelque chose? Un peu. Les gens spécialisés du bâtiment, davantage. Directeur de la recherche et du développement et des services techniques qui s'est joint aux équipes Norbec il y a 15 ans, après avoir obtenu un diplôme en technique du génie mécanique. Ayant grandi au sein de l'organisation, a bien grandi, hein? Donc, si on se fie à Alexandre et si on se fie à Norbec. Je mesurais 3 pieds. Je suis rendu à 6. Oh, c'est bon. T'as doublé. C'est bon. À la croissance rapide et constante de Norbec en occupant de multiples rôles stratégiques allant de la gestion de projets clés et d'amélioration continue. Dans les dernières années, Alexandre s'est principalement impliqué à la mise en place d'une structure de gestion et d'innovation bien définie lors de la création du département et de développement de produits. Le fait d'avoir été actif dans ces différents rôles lui a permis d'étendre ses connaissances des panneaux métalliques isolants et de la fabrication à l'installation. C'est vraiment des choses intéressantes qui se passent dans l'entreprise Norbec en 2022. Alors, je vais les inviter à nous
parler davantage de ce qu'ils font, des enjeux de développement durable et comment encore on peut cheminer vers la réduction de davantage de GES. On a des mots-clés. Par ces années-ci, on a des mots-clés importants, c'est-à-dire vous avez sûrement entendu parler de la pénurie de logements, sans compter l'efficacité en termes de construction, quelle qu'elle soit, habitation, industrie, d'être efficace là-dedans. C'est là-dessus que M. Leboeuf va commencer à nous entretenir un peu des défis et puis des solutions qu'ils ont trouvées. C'est ça, Préma. Mais on n'a pas trouvé la réponse encore pour empêcher cette voiture de crier de façon aussi intempestive. Alors, à vous la parole. Je pense que je vais aller là pour pouvoir changer les diapos. Absolument. Ouais. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui. Pour moi, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui parce que c'est rare, là, en réalité, que j'ai l'occasion de m'adresser au grand public pour parler de développement durable, mais aussi de ce qu'on fait chez Soprema. Puis j'espère, par cette occasion, de vous en faire apprendre un petit peu plus sur, finalement, ce que les fabricants peuvent faire, mais aussi sur ce que vous pouvez faire pour faire une différence en cette occasion-là du jour de la Terre. Bon, parfait, la diapo. Là, j'ai une présentation de montée. Je modère les attentes, je ne pourrais pas passer au travers parce que j'ai pas assez de temps. Donc, désolé si ça va un petit peu vite par moment. Pour ceux et celles, évidemment, qui ne connaissent pas Soprema, on est une multinationale française. Ça a été fondé en 1908. La maison mère est à Strasbourg. Mais si vous avez déjà passé à Drummondville, probablement une fois dans votre vie, le siège social nord-américain se situe sur le bord de la 20. Donc, vous avez probablement déjà vu un de nos deux bâtiments. On a une usine aussi située près de la jonction de l'autoroute 55. À travers le monde, on est dans 90 pays. C'est plus de 73 sites de production, 8400 employés. Au Canada, c'est 25 établissements, dont 12 usines, puis c'est environ 900 employés. Nous, là, en gros, Soprema, on est un fabricant de produits matériaux de construction pour l'enveloppe du bâtiment. Alors, ça peut être des membranes d'étanchéité pour la toiture, même qu'on va jusqu'à faire des toitures végétalisées. On va aussi être dans l'isolation pour les murs, pour les fondations, pour les toitures. Puis on va faire plein de sortes d'autres produits qui composent l'enveloppe, des produits d'insonorisation. On va aussi faire des produits d'étanchéité pour les fenêtres, par exemple. Fait qu'on fait beaucoup de choses. Nous, en fait, Soprema, ce qui nous distingue présentement, c'est depuis janvier 2019, on a amorcé une démarche de développement durable, mais qui est axée sur l'approche du cycle de vie. Donc, nous, dorénavant, dans la manière qu'on veut développer notre entreprise, on veut considérer l'ensemble des étapes du cycle de vie dans la manière d'améliorer nos activités. C'est quand même assez complexe et ambitieux aussi parce que on ne peut pas se permettre de penser juste à une chose, soit la performance du produit au moment de l'installation ou la réduction de nos impacts au niveau de la production, par exemple. Là, on se donne l'obligation de penser à l'approvisionnement, intégrer du contenu recyclé, par exemple. Est-ce que c'est assez fort? Parfait. J'aime ça, le feedback comme ça. Fait qu'on va vraiment considérer tout. On va même jusqu'à considérer la fin de vie. En toute franchise, là, présentement, j'ai aucune solution à vous promettre pour la fin de vie utile des produits. On n'a pas de programme encore, mais on a l'intention de travailler là-dessus parce qu'on pense qu'il y a un gros potentiel à ce niveau-là. Je vais clencher ça bien rapidement. Nous, il y a deux produits qui se distinguent que probablement vous avez déjà entendu parler ou déjà vu peut-être. Le premier qui est un isolant thermique en fibre de cellulose. Donc nous, c'est à Sainte-Julie. On recycle du papier et du carton pour en faire des isolants qu'on va appliquer dans les greniers, par exemple. Ce produit-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est composé à 83% de contenu recyclé. Puis ensuite, on a un isolant thermique en polystyrène extrudé pour l'isolation de murs, par exemple, fondation et toiture. Lui, c'est jusqu'à 70 et 77% de contenu recyclé valorisé. Ce qui est bien avec ça, c'est que on recycle le polystyrène. Pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, un petit aperçu, les matières qu'on va utiliser, qu'on va recycler, ça va être des glacières, par exemple, en polystyrène de l'industrie de la pêche, toutes
le fameux foam là, pour protéger les électroménagers, par exemple. Nous, on va recycler ça aussi. Ce qui est malheureux, par contre, petit scoop, c'est que notre matière ne vient pas d'ici parce qu'au Québec, on ne la recycle pas beaucoup. Le fameux polystyrène, c'est un mal-aimé. Elle vient principalement des États-Unis qui sont plus matures à ce niveau-là. Au Québec, c'est moins de 21 du polystyrène qui est recyclé en réalité. Puis c'est environ 18 des citoyens qui ont accès ou qui peuvent le recycler dans leur localité. Fait que c'est vraiment très faible. Ça, c'est sûr que c'est de l'année 2016. Quand on se rend compte qu'au Québec, il y a un des plus gros recycleurs de polystyrène, ben là, on voit de plus en plus de villes qui commencent à le faire. Donc, à ce niveau-là, je vais terminer avec ça. Vous donner un exemple. Ici, ben ça, c'est ce qu'on appelle du polystyrène densifié. Alors, vous avez probablement, par exemple, vous déballez un écran d'ordinateur, vous allez avoir votre polystyrène qui prend toute la place. Ça, en réalité, là, c'est un fardeau environnemental en matière de transport. Quand je vous disais qu'on n'était pas mature au Québec, dans les régions qui ont compris cet enjeu-là, eux, ils vont densifier la matière, soit à chaud ou à froid, ou ce qu'ils vont faire un 50 pour 1 finalement. Donner un petit ordre de grandeur, mettons que vous dépassez un camion sur l'autoroute, un camion de matière densifiée, donc qui va ressembler à ça, c'est l'équivalent d'une trentaine de camions lousses, où ce que la matière va être sous sa forme d'origine. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Puis, j'aimerais ça, je pense que je vais en profiter là, pendant le panel pour vous en parler un petit peu plus, mais je ne veux pas prendre trop de temps. Donc, je vais m'arrêter ici pour ma présentation. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, ce qui nous permet d'enchaîner avec Tommy. Ta présentation est là. Alors, on change de créneau. Du ultra léger, on tombe à l'ultra lourd, mais c'est toujours aussi intéressant. Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter une vidéo dans quelques secondes, mais j'aimerais que vous reteniez notre initiative que Maçonnerie a développée de briques recycles. Chaque mur de 1000 pieds carrés qu'on démantèle et on refait sur le même site, c'est l'équivalent d'environ un des seuls 4 murs d'un immeuble, d'un duplex, un triplex. C'est l'équivalent de retirer 6 tonnes de CO2 annuellement. Un mur. Donc ça, c'est l'équivalent 6 tonnes de 1,5 voitures retirées de la route annuellement. Maçonnerie Graton fait 500 chantiers annuellement. Ça représente le retrait de 750 voitures sur la route. Et on est une entreprise, puis on opère juste à Montréal. Donc, faites le calcul. Je vais demander à monsieur le technicien de mettre la vidéo qui explique un peu notre initiative avec d'autres intervenants. Le milieu de la brique, c'est un milieu, en fait, le milieu de la construction plus largement, c'est un milieu déjà en pleine effervescence au Québec. Il y a beaucoup de chantiers de construction. C'est un milieu qui génère économiquement beaucoup de retombées pour le Québec. Mais de façon collatérale, ça génère aussi beaucoup de matières résiduelles. On sait qu'à l'heure actuelle, ce sont plus de 40% des matières résiduelles générées au Québec qui proviennent du secteur de la construction et plus précisément du secteur du bâtiment. À lui seul, il représente plus de 2 millions de tonnes de matières résiduelles qui sont générées annuellement. En ce moment, c'est plus facile d'aller reprendre ces briques-là, les envoyer au dépotoir et d'installer des nouvelles briques d'importation des États-Unis que d'utiliser, de revitaliser les briques qui sont encore bonnes, les matériaux qui sont encore bons. Et donc, c'est un gaspillage énorme de ressources. C'est un désastre écologique de faire ça. On démantèle des murs de briques en bon état, puis jour après jour, je jette des containers de briques. Et c'est ce que je suis capable de voir, puis ça coûte très cher à la société et ça coûte très cher à notre portefeuille. On avait des sous limités, on récupérerait probablement toutes les briques qui sont encore bonnes. Mais à cause du coût élevé de la main-d'œuvre, on le fait pas, c'est plus simple, tout est recommencé. Il existe certainement des solutions plus nobles que de simplement envoyer des briques vers le dépotoir. Il faut préconiser l'économie circulaire, c'est important.
Grâce à ce nouveau modèle économique-là, ce qu'on fait, c'est qu'on privilégie la durée de vie des ressources déjà extraites. Donc, on va privilégier le réemploi des briques qui sont en carbone plutôt que de choisir de s'approvisionner en briques neuves. Il faut comprendre que lorsqu'on fait le choix de la brique neuve, on fait le choix de s'approvisionner à l'étranger. Ça induit deux conséquences importantes. On génère des gaz à effet de serre par le transport, mais également par l'extraction des ressources, soit l'argile. Le milieu de la construction a tout intérêt à s'inspirer de la nature où tout est réutilisé. Le fait de pouvoir revitaliser des matériaux qui sont encore d'excellente qualité, c'est ça qui permet de créer un monde meilleur à tous les niveaux. On est les plus gros entrepreneurs en maçonnerie résidentielle au Québec. J'ai une responsabilité d'emmener ça plus loin. Je pense que c'est quelqu'un qui peut faire signer une maçonnerie à carton. Donc, on a décidé d'inventer une machine. On a associé là-dessus avec le quartier de mon ami. On voulait simplifier le procédé. On n'a pas de quoi complexe, très compliqué, parce que l'objectif, c'est tout simplement de conserver la brique sur le lieu même, faire une économie circulaire en même temps. On ne veut pas de manutention. Tant qu'à investir du temps là-dedans, on réfléchit à une façon de faire pour qu'on récupère la brique sur l'immeuble en tant que tel. L'impact écologique de la machine, c'est qu'habituellement, si on voudrait rester un mur, brique à la brique nettoyé, et utiliser les mêmes matériaux, on parle de 760 heures de travail pour un 1000 pieds carrés. Mais actuellement, c'est trop de temps, ça coûte trop cher, donc ce qu'on fait, c'est qu'on jette tout au complet, on recommence en neuf avec de nouveaux matériaux. 1000 pieds carrés, ça prend 600 heures de travail. Mais en implantant la machine sur un chantier, on descend à 440 heures pour le même travail, on récupère à 100% les mêmes éléments de matériaux de chantier. En gros, cette machine-là a que des avantages économiques et écologiques, tout simplement. L'économie circulaire, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les grandes entreprises. Chaque citoyen peut jouer son rôle. Il suffit de faire affaire avec des entrepreneurs qui ont choisi le réemploi des briques. Dans un contexte de développement durable, où est-ce qu'on est actuellement dans la société, c'est de pouvoir faire les meilleures choses, d'optimiser nos façons de faire et de pouvoir prendre chacune des industries qui polluent beaucoup, qui ont un gaspillage de ressources, et de pouvoir les changer pour avoir des solutions optimisées. C'est ce qui va contribuer à faire une société meilleure, un monde meilleur. C'est exactement à quoi répond l'innovation développée par Maçonnerie Graton. En terminant, ce que je dois faire dans mon secteur d'activité, c'est de changer les choses pour l'avenir, mettre un monde meilleur. Alors, Tommy, il faut que tu enchaînes. C'est trop intéressant. Tu peux pas nous garder dans le silence. Ben, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté la vidéo. Je le trouve encore bon. Je trouvais que c'était un bon montage. Je seconde, c'est encore bon. C'est encore intéressant. Bravo. Ben, écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça se fait par du monde parce que j'ai réussi à le faire. Puis, ce qui est compliqué, je pense, c'est... Tout le monde fait un effort à la maison, tout le monde reste ses pots de yoga ou fait sa récupération. Dans le lieu de travail où on est, c'est certain que chaque industrie détient un secret qui peut être mieux fait, c'est certain. Là. On travaille, tout le monde travaille à faire des efforts personnellement, puis on arrive au travail, c'est une catastrophe bien souvent. Donc, je suggère à tout le monde qu'il y a une idée. Puis, si on ne fait pas le virage dans notre industrie ou dans notre secteur d'activité, c'est une question de temps avant que quelqu'un le prenne, puis prenne pouvoir de l'avenir, parce que c'est un virage qui est nécessaire pour tout le monde. Fait que je laisse ça suivre. André. Merci, Tommy. Merci pour cette transition. C'est pas fini. On a parlé des produits multi-bâtiments de Soprema rapidement. Vous avez vu toute la gamme un peu de ce qui concerne l'enveloppe du bâtiment. On a procédé, on a vu le recyclage de la brique et la fantastique machine que Maçonnerie Graton a développée. On va changer de créneau. On va parler de murs préfabriqués, extrêmement intéressants. Donc,
À toi la parole, Alexandre, maintenant. Tu vas nous parler de... Je pense que tu as une petite présentation vidéo aussi. Oui, merci. En fait, moi, je vais vous montrer, c'est une petite vidéo de 2 minutes, juste vous faire visiter notre usine de Saint-Hyacinthe. Donc, Norbec, on est qui? On est un manufacturier de panneaux isolés. Donc, des panneaux métalliques isolés. Qu'est-ce que c'est? On pourrait partir la vidéo, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que c'est? Oh, le son il est un peu fort. Donc, c'est 2 tôles d'acier pré-peints avec un cœur en isolant haute performance qu'on utilise principalement pour l'enveloppe de bâtiment, mais aussi pour créer, construire des entrepôts frigorifiques. Donc, qu'est-ce que ça a de spécial, ce produit-là? C'est que c'est une solution, si on veut, tout en un pour l'enveloppe du bâtiment, principalement dans le commercial, industriel et institutionnel. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est, une fois que la structure est érigée, on peut littéralement fermer un bâtiment en quelques jours, quelques semaines, dépendamment de la grosseur, puis commencer les travaux à l'intérieur et commencer les travaux de finition à l'intérieur du bâtiment, là. Donc, c'est un produit qui est relativement nouveau en Amérique du Nord. Au Québec, on est vraiment une province qui a adopté très bien le produit. Le reste du Canada est en train de suivre, aux États-Unis aussi. Donc, c'est un produit qui est en développement de marché beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire aussi sur ce produit-là? Ben, c'est un isolant haute performance. C'est pas un produit... c'est des produits chimiques pour faire de la mousse. Donc, ça n'a pas nécessairement... la connotation écologique, elle n'est pas nécessairement dans la façon de créer le produit, mais bien dans ce que ça l'apporte au bâtiment. Donc, ça l'apporte une enveloppe de bâtiment qui est très, très, très isolée, qui ne requiert pas beaucoup de présence au chantier pour fermer le bâtiment. Puis, par contre, ce qu'on communique pas nécessairement là, quand on parle de mousse polyuréthane de ce genre-là, ben, c'est du polyisocyanurate en fait. C'est que on utilise l'équivalent de 30 millions de bouteilles de plastique PET pour générer là, la mousse plastique. Et c'est des bouteilles de plastique qui sont pré-consommation, post-consommation. Donc, c'est quand même un produit dont les fournisseurs là, cherchent à trouver des façons de le rendre le plus vert possible. Notre plus gros enjeu pour nous, réside dans qu'est-ce qu'on fait à la fin de vie d'un panneau de polyisocyanurate. C'est pas un produit qu'on peut refondre et réutiliser. C'est pas un produit qu'on peut enfouir facilement. Donc, il y a une réflexion à avoir sur comment on va réutiliser en fin de vie là, ces panneaux-là dans 50 ans, dans 60 ans, là, quand ils sont dus pour être remplacés. Donc, c'est un peu ça que j'avais à dire, en fait, pour Norbec. Bien, merci beaucoup. Tu es trop modeste, Alexandre. Tu es trop modeste parce que j'ai omis de me présenter tantôt. Bon, je suis là, je m'appelle André Bourassa, ça vous le savez. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que je suis architecte depuis plusieurs décennies, nouvellement retraité, et puis qu'on a pu construire de nombreux bâtiments résidentiels, mais de nombreux bâtiments industriels, notamment avec les panneaux Norbec. Et puis, ce qui est très intéressant, quand on construit une usine, si l'usine s'agrandit, ben on va démonter les produits, les panneaux, puis on va les réutiliser plus loin, a posteriori. Donc, il y a une démarche de réutilisation même de ces panneaux-là qui est intéressante. Vous comprenez que dans ces histoires peut-être un peu personnelles, mais je vais quand même me permettre de le mentionner, étant un fils d'entrepreneur en construction, un fils de maçon et petit-fils de maçon, ben, je suis particulièrement sensible à ce qu'on parle d'une façon aussi intéressante aujourd'hui de la brique recyclée et recyclable. Et puis du côté de Soprema, ben, c'est une entreprise, je me permets de vous partager ce commentaire exemplaire dans les communications qu'ils ont avec les professionnels du bâtiment. Je les ai cités en exemple souvent. C'est une chose qu'ils connaissent très bien.
ça ne règle pas tous nos enjeux, ça ne règle pas tous nos problèmes. On a encore à résoudre. Et on pourrait parler de cadre réglementaire. Peut-être, Tommy, tu veux ajouter quelque chose sur l'acceptabilité de la brique ou tout doucement, là, Ben, c'est certain que je pense pour que le patrimoine? tout le monde qui a un peu de souci de l'environnement et du patrimoine ont fait pression sur l'Ordre des architectes pour dire, écoute, si on fait rien, il n'en restera plus de patrimoine tantôt. Donc, je pense que on est en travail très fort aujourd'hui pour réussir à prendre des matériaux usagés pour pouvoir les étamper comme dans les devis qui deviennent des matériaux comme qui devraient être des matériaux neufs finalement avec des tests de qualité assez faciles à faire selon moi. Merci. Pour compléter mon auto-présentation, Tommy parlait de l'Ordre des architectes. J'ai été impliqué au conseil d'administration pendant plus de 20 ans, dont 8 années à titre de président de l'Ordre des architectes. Donc, ces sensibilités-là, je les connais très, très, très bien. Alors, ça représente, oui, ça représente des enjeux importants. On a parlé tantôt du polystyrène, du transport du polystyrène, de la densité du polystyrène. Est-ce que tu veux ajouter sur ces éléments les nouvelles avancées? Comment ça se passe maintenant? Tu en as parlé un peu tantôt, mais quand même. J'en ai parlé quand même assez vite, puis j'avais beaucoup de choses que j'avais envie de dire, mais que j'ai pas pris le temps de le faire, fait que je me rattrape ici. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que nous, quand on a démarré l'usine qui est à Sherbrooke, on était là, dans du 20-30 % de contenu recyclé, ce qui est l'équivalent de la concurrence. Puis aujourd'hui, là, on a quand même augmenté de 50 % cette moyenne-là de contenu recyclé. Fait que c'est vraiment, c'est quand même gigantesque. Là, puis la compétition n'a pas nécessairement suivi. Puis au-delà du recyclage, ce produit-là, ben, nous, on vient de compléter l'analyse de cycle de vie sur l'ensemble du cycle de vie pour déterminer les impacts parce qu'on voulait voir c'était quoi l'incidence du polystyrène recyclé dans le produit. Puis c'est gigantesque l'impact que ça peut avoir de juste prendre de la matière recyclée au lieu de la matière vierge. Parce qu'en réalité, l'approvisionnement en matière polystyrène, c'est pratiquement 75-80 % de l'impact du produit. Donc nous, là, quand on s'attaque là-dessus, là, on vient vraiment, c'est comme être le plus stratégique possible pour réduire le plus possible l'impact. Est-ce qu'on en manque de polystyrène au Québec? De polystyrène à recycler? Il y a du polystyrène. Oui. Pas accessible. Il n'est pas recyclé. Il manque des pions. Il manque des étapes à régler pour réussir à aller le chercher. Les endroits qu'on va aller chercher, le polystyrène, par exemple, on va avoir on a un partenariat avec la ville de Sherbrooke, par exemple, où les gens de la population sont invités à aller porter leur polystyrène à l'éco-centre. Donc, c'est vraiment selon la bonne volonté des gens. Mais ça, ce qu'ils vont générer dans une année, c'est 10 minutes de production chez nous. Wow. L'échelle industrielle, là, c'est énorme. Là, Donc, si on peut se permettre de rêver, c'est pour ça qu'on est là aussi un peu, un cadre réglementaire qui dirait aujourd'hui, le polystyrène, on considère, vous savez que dans l'élimination des matières résiduelles, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'enfouir le bois parce qu'on dit avec le bois, on peut faire de la valorisation énergétique, on peut faire d'autres choses. Est-ce qu'on serait rendu au point de dire que le polystyrène, c'est une matière résiduelle intéressante, puis il faudrait qu'on arrête d'en disposer n'importe comment, parce que c'est pas évident là, dans les centres de tri, le polystyrène. Oui, je suis entièrement d'accord. En fait, toutes les matières devraient être recyclées. Puis le polystyrène est un exemple parmi tant d'autres, puis même que nous, ce qui est bien avec le polystyrène, c'est qu'on prend un panneau d'isolation en fin de vie, là, bien, il est 100% recyclable. Bon, on peut peut-être s'enlever un 0,5 % de contaminants, là, mais ça reste que c'est une matière qui est relativement facile à recycler si justement, je mets les incitatifs, les équipements, les outils aux gens pour qu'ils puissent le faire. T'sais. Puis ça passe aussi par l'éducation, puis c'est un petit peu pour ça que on est là aujourd'hui pour en parler. Il y a beaucoup de monde encore aujourd'hui qui croit que ça ne se recycle pas. Puis là, il y a beaucoup de monde qui veulent le recycler, puis là, ils cognent à la porte de la ville ou ils vont à l'éco-centre, puis mets ça dans le conteneur à déchets.
Fait que là, la personne a brûlé du gaz pour aller Ouais. porter du polystyrène qu'il a mis dans un conteneur à déchets. Moi, ça a été mon cas quand j'ai déménagé récemment. Tu sais, fait que- Donc, ça s'appelle éducation polystyrène. Oui, oui. Bien, il faut commencer à quelque part. Oui, puis à même titre que là, tantôt, tu parlais de bouteilles d'eau. Oui. Tu sais, c'est un autre plastique tu sais, c'est pas normal qu'il y ait tu sais, qu'il y ait du plastique qui se retrouve dans l'environnement. Tu sais, c'est tellement de mauvaise gestion de Mais nos affaires. Tu sais. j'invente rien, là. Ça a été annoncé hier ou ce matin, un bâtiment de 50 millions à Trois-Rivières par l'UQTR pour les technologies environnementales. On ne va pas manquer cette opportunité. OK. On a une petite interférence ici, là, mais bon. En tout cas, nous, on l'entend beaucoup. Tommy, tu allais dire quelque chose. Ben, je pense que, comme il dit, le tri à la source, c'est le principal problème. Parce que là, on demande un effort à chaque citoyen, puis la politique est là pour, à la déconstruction, trier à la source. C'est là qu'il faut travailler, c'est le nerf de la guerre. Le tri à la source, à la déconstruction, tout se joue là. C'est là que la chaîne devrait commencer. C'est pas dans les dépotoirs commencer à trier, là, le tri d'un bâtiment. On parle de déconstruction. Je vais reprendre mon expression du grand magasin planétaire qui commence à avoir des tablettes vides un peu, là. La planète, c'est pas un grand Home Depot, c'est pas un grand Rona. La planète, c'est beaucoup plus que ça comme écosystème. Et puis, on n'a pas le choix, je pense, maintenant, de penser aux matières résiduelles comme étant quelque chose de Ben, une partie de notre magasin. Puis je pourrais ajouter, parce que c'est intéressant, parce que, puis sûrement que mes collègues ils vivent ça aussi, là, les pénuries de matières premières, elle est incroyable en ce moment, que ce soit pour des bris de productivité, des bris des sites qui ont dû arrêter pour des causes, des forces majeures. Tu sais, une tempête de verglas au Texas, on s'entend, c'est pas habituel. Puis on manque de matières premières et de l'autre côté, on en jette qu'on pourrait réutiliser. Tu sais, c'est comme un non-sens. Bien, vous touchez un point important. C'est quelque chose qu'il faut continuer à adresser à nos politiciens, ceux qui sont là pour faire le cadre réglementaire. Je me suis amusé déjà sur... j'ai parlé du grand magasin planétaire. Maintenant, je vais vous parler de notre équipe de hockey. Notre équipe de hockey qui fait des lois et des règlements, puis c'est leur job. On a 125 élus à l'Assemblée nationale. Hein? Sur 125 élus, je l'ai décompté en allant voir les CV de chacun de ces 125-là selon ce qui est disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Je vous invite à aller voir, à faire de même. Enfin, sur 125 élus, on en a à peu près 5 qui ont une sensibilité ou une expérience dans le domaine du bâtiment. Alors, c'est notre travail d'éduquer ceux qu'on peut, tout parti confondu. Je ne fais pas de la partisanerie, là. Je fais juste dire que notre équipe de hockey, notre équipe de 125 élus, il faut les mettre à contribution pour... j'aime pas ça, les phrases qui commencent par « faudrait » parce que c'est qui ça, faudrait? Mais je vous laisse enchaîner s'il y a un aspect réglementaire. Alexandre, s'il y a un aspect réglementaire qui pourrait évoluer, est-ce que ça serait dans le domaine du recyclable, du polystyrène ou autre chose? Une question assez ouverte, là, mais... Oui. Un wishful thinking, disons. Oui. Mais en fait, actuellement, les changements réglementaires qu'on vit visent beaucoup l'utilisation du produit, visent beaucoup s'assurer que le produit, contient pas de produits qui, par exemple, nos produits ne peuvent plus contenir de HFC, ce qui est une excellente chose pour protéger la couche d'ozone et tout ça. S'assurer que les bâtiments sont plus éco-énergétiques. Ça, c'est des choses qui sont très, très, très d'actualité en ce moment et qui sont très normalisées de plus en plus, ce qui est une bonne chose. Là où est-ce qu'on réglemente moins bien,
il y a deux choses. C'est qu'est-ce qu'on fait quand le produit est fini? Qu'est-ce qu'on fait à la fin de vie du produit? Est-ce que les entreprises pourraient avoir à émettre un plan ou à émettre une méthodologie de fin de vie là, qui répondrait à des critères? Ça, c'est la première chose. Puis l'autre partie aussi, c'est on laisse encore rentrer beaucoup de produits étrangers non certifiés sur notre marché. Puis ça, là, c'est pas bon. C'est juste pas bon. Je sais pas quoi dire d'autre, là. Je sais que Soprema, j'avais lu un article justement sur LinkedIn du président de Soprema qui relevait cette problématique-là. On essaie d'amener des produits qui sont éco-énergétiques, qui sont certifiés, qui sont responsables. Puis en même temps, on laisse rentrer un paquet de produits par la porte d'en arrière. C'est ça. C'est un enjeu. Allons-y. Oui, mais pour l'aspect réglementaire, effectivement, je pense que même des fois, à certains égards, il y a un manque de cohérence entre la volonté des gouvernements, par exemple, à réduire collectivement les émissions de gaz à effet de serre, puis ce qu'ils vont permettre de faire. Je vais vous donner un bon exemple. Tu as parlé de HFC. Pour faire une histoire courte, là, quand on fait des isolants là, rigides en mousse, on va utiliser des gaz, des agents gonflants qui vont avoir certaines incidences sur le climat, par exemple. Mais la couche d'ozone aussi, puis plein d'autres indicateurs environnementaux, mais principalement les changements climatiques. Nous, notre ancienne formule, on avait un gaz qui est le HFC 134A, qui, lui, en termes d'incidence sur le réchauffement planétaire, son facteur d'émission, c'est de fois 1300. Donc, pour une tonne de HFC 134A, sa valeur, c'est fois 1300 sur son impact sur le climat. Donc, je pouvais me ramasser avec une usine avec plusieurs milliers de tonnes de CO2 équivalent. Mettons, là, une tonne de CO2 équivalent, c'est l'équivalent d'un road trip Montréal-Vancouver. Fait que nous, on a vu que la réglementation allait changer. On s'est conformé, même qu'on est passé de fois 1300 à 1. Notre potentiel de réchauffement planétaire pour le produit maintenant est à 1. C'est une réduction de 99,32 % de gaz à effet de serre. Fait que là, nous, on a comparé avec la compétition pour voir c'est quoi qu'ils ont fait. Puis nous, on a appris que justement, ils ont été chercher des permis dérogatoires pour continuer à utiliser d'autres gaz. Fait que c'est sûr que nous, d'un aspect de concurrentiel, on trouve ça déloyal parce qu'on a fait l'effort, on a fait la R&D, on a investi des sommes gigantesques pour réussir à arriver à réduire le plus possible notre impact. C'est sûr qu'on a fait un choix éditorial assez important d'aller vers le plus petit possible. Mais aujourd'hui, on en est fiers parce que si je prends un bâtiment, là, je vais vous donner un exemple. C'est un bâtiment là, de standard là, d'environ 20 000 pieds carrés là, pour 400 panneaux qu'on va utiliser environ. On va émettre 2 tonnes de CO2 équivalent. La compétition, là, si je prends la même quantité de panneaux, je vais être à 215 tonnes, 190 tonnes de CO2 équivalent. Tu sais, c'est 32 fois puis 28 fois plus élevé en termes de gaz à effet de serre. Fait que l'impact carbone, là, c'est ça que je trouve un petit peu regrettable, c'est que là, on a un code du bâtiment qui est axé en partie sur l'efficacité énergétique, disons-le, dans un idéal, mais qui est axé aussi sur la santé et la sécurité des occupants, ce qui est une bonne chose. Mais la question climatique, le carbone intrinsèque qu'on appelle, fait que toutes les émissions de gaz à effet de serre liées au cycle de vie du produit, il s'en fout le code de ça. Fait que ça, je trouve ça un petit peu particulier parce qu'il y aurait beaucoup de solutions qui pourraient être, tu sais, la brique là, qui est recyclée comme ça, là, la quantité de CO2 évitée pour la fabrication de ces briques-là, le transport. On devrait avoir des incitatifs même pour aller chercher de la brique comme ça parce que collectivement, on est gagnant. T'sais. Donc, on pourrait se permettre une petite note éditoriale ou deux. Oui, plusieurs notes. Très certainement, par exemple, d'interpeller la régie du bâtiment pour aider à développer ces meilleurs créneaux, à sensibiliser nos élus. Curieusement, la régie du bâtiment relève du ministère du Travail, mais c'est quand même, il y a une ministre responsable, et puis c'est peut-être une porte d'entrée dans le Conseil des ministres par rapport à ces enjeux-là, pourquoi pas. Mais là, Tommy, je pense que tu as quelque chose qui te brûle la langue. Là. On parle de collectif, tout le monde vit à quelque part. Là. Puis pourquoi qu'on répare, nous, là, on passe notre vie à réparer des bâtiments. On répare le même nombre de bâtiments il y a 100 ans et il y a 10 ans.
pourquoi que après 10 ans, on est obligé de tout refaire, il y a des malfaçons, tandis qu'on répare des bâtiments qui n'ont jamais été touchés de l'enveloppe, qui durent 100 ans. Fait que si on commencerait collectivement à juste s'assurer de bien faire notre travail, ce serait déjà bien fait. Puis s'ils mettraient des normes puis des bulletins à chaque... Je connais pas personne que ça s'est bien passé souvent des rénovations. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui se souvient d'avoir eu des belles rénovations plaisantes, là. Mais aujourd'hui, ça ressemble plus à ce que c'était. Puis c'est très décevant. Puis c'est un peu ce que la politique devrait mettre en place parce qu'on a tout un toit où vivre. Si ça vous intéresse, allez voir sur le site de l'organisme Éco-Bâtiment, qui est un organisme sans but lucratif de Québec, avec lequel j'ai eu le plaisir d'écrire un livre qui s'appelle « La valorisation des bâtiments existants », qui explique justement pourquoi ça peut valoir la peine de rénover des bâtiments plutôt que de toujours recommencer en neuf, les enjeux environnementaux par rapport à ça. Ça ne règle pas tout, cependant. On a encore beaucoup de chemin à faire sur d'autres aspects. D'autres choses, on n'a pas parlé du tout du logement abordable. On n'a pas parlé du tout de comment faire des meilleurs rapports qualité-prix dans le bâtiment, comment on peut s'améliorer pour que le logement ne soit pas seulement du logement subventionné, mais du logement qu'on construit à meilleur coût. Chez Norbec, vous avez pas développé ce créneau-là, pas encore, mais vous êtes rompu à la préfabrication. Peut-être aurez-vous des choses intéressantes à nous offrir bientôt? On parle pour la réutilisation des... On parle pour développer un système de préfabrication pour du logement abordable. Oui, ben en fait, c'est certain que le produit qu'on offre sur le marché, il s'applique vraiment mieux dans une optique commerciale, industrielle et institutionnelle de par la façon qui répond au code en termes de sécurité aux incendies. Cependant, quand on parle d'une communauté, on parle aussi des bâtiments qui servent à la communauté. On parle des hôtels de ville, les centres aquatiques, les centres sportifs. Puis, si on peut fermer ces bâtiments-là rapidement, les construire rapidement avec des matériaux qui amènent de la valeur ajoutée là, de par les qualités isolantes qu'ils ont et puis esthétiques aussi, là. En fait, les panneaux isolés, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Hein. On peut mettre de la brique, on peut venir embellir là, un gros bloc rectangulaire blanc. Mais si on est capable de rendre ces bâtiments-là efficaces énergétiquement, puis les construire rapidement à plus faible coût, mais c'est toute la société, c'est toute la population d'une ville qui en bénéficie. Hein. Et j'ajouterais, si on veut diminuer le bilan carbone encore, ces panneaux-là peuvent s'installer sur des grandes structures en bois aussi. Effectivement, oui, tout à fait. Alors, tout à fait. On a d'ailleurs... il y a certains centres aquatiques et le Soccerplex, je me rappelle pas dans quelle ville par exemple, mais je pense que c'est à Granby, le Soccerplex. Puis on a centre aquatique de Belleuil puis de Brossard, là, qui sont des beaux exemples de bâtiments fabriqués avec les panneaux Norex. Alors vous constituez vraiment un triumvirat incroyable pour parler tantôt d'isolation préfabriquée, tantôt de masse thermique avec la brique et les parements, et puis tantôt avec tous les éléments de contrôle de l'humidité et plus chez Soprema. C'est une équipe du tonnerre pour bâtir un futur intéressant. Alors, merci beaucoup de votre... Je ne sais pas si on peut prendre une question ou deux. Oui. Est-ce qu'on aurait une question? Oui. On va vous prêter un micro parce que je ne réussis pas à vous entendre. Alors, je me demandais si quelqu'un savait si du stucco, ça pouvait se concasser et se reposer. On va faire une différence entre les revêtements acryliques, je pense, et les stuccos cimentaires au niveau de ce qu'on peut faire avec ultérieurement. On parlait-tu de stucco avec du polystyrène ou on parlait de stucco roche et ciment? On parle d'un bâtiment dans le nord de 1965 de style chalet suisse.
Oui, ça se récupère. Comme nous, les rejets de mortier, de briques, c'est un peu la même famille. On peut utiliser pour faire du nouveau ciment à base, comme nous, le mortier qui est retiré de la brique. On fait du ciment à base de 70% de ciment recyclé. Donc, oui, ça se fait. Puis je pense que le même fournisseur qui nous achète pour faire des bancs de parc, exemple, à Montréal, en ciment recyclé, parce que évidemment on essaie de sauver le stucco. S'il n'est pas contaminé, pas touché à rien d'autre, il peut être injecté dans un nouveau coffrage d'éléments de béton, là, sans problème. Merci beaucoup de votre question. J'aurais pas su que ça se recyclait si vous en aviez pas parlé. Ah, on a une autre question. Je voulais savoir sur les isolants biosourcés, est-ce que vous allez vers la fibre de bois chez Soprema ou pas encore? Pouvez-vous répéter la Ouais. fin de la question? Concernant les isolants biosourcés, est-ce que vous allez vers la fibre de bois chez Soprema dans pas longtemps ou c'est pas quelque chose encore? Parce que c'est une très bonne question. Nous, en Europe, on a une filiale qui s'appelle Pavatex, qui fait des isolants en fibre de bois, soit en matelas qu'on va mettre dans des murs ou en panneaux rigides qu'on pourrait mettre en toiture. C'est sûr que nous, considérant l'abondance en ressources qu'on a ici, c'est envisagé de développer cette filiale-là, d'autant plus que c'est justement un produit biosourcé. Tu sais, quand on va aller chercher, c'est des matières naturelles, hein, la fibre de bois, là, donc c'est encore mieux que du recyclé en réalité. Donc, c'est sûr que ça, c'est une Ça filiale. pousse. Oui, puis c'est renouvelable. C'est renouvelable. Fait que ça, c'est intéressant. Donc, c'est à suivre. Vraiment, peut-être pas à court terme, mais à moyen, long terme, nous, on a espoir de développer davantage cet aspect-là. On a aussi beaucoup d'espoir parce que financièrement, ça risque d'être difficile pour nous de le faire parce que c'est nouveau. Il n'y a pas nécessairement, c'est pas très développé ici, puis c'est coûteux. Hein? C'est beaucoup plus coûteux de développer ça que d'aller prendre un raccourci que la plupart prennent, d'aller chercher des matières synthétiques puis de faire d'être dans le pétrochimique. T'sais. Fait que on a quand même des puis le code, encore une fois, le code n'encourage pas non plus l'utilisation de produits biosourcés comme l'utilisation du bois. Donc ça peut être une contrainte aussi pour nous pour faire en sorte que ce genre de produit-là, on le démocratise. C'est une très bonne question. Et après, par la suite, pour revenir sur le polystyrène expansé, tu disais que le gros problème, c'est l'approvisionnement en polystyrène recyclé. Est-ce que auprès des collectivités sur lesquelles vous êtes implantés, vous œuvrez avec elles pour la mise en place de filières de recyclage, justement? Parce que tu disais que c'était pas bien mis en place, mais est-ce que vous faites des actions pour mettre ça en place? On tente du mieux possible. C'est pas évident parce que c'est sûr que nous, on n'est pas un recycleur à la base. La manière que ça fonctionne, nous à Sherbrooke, on a 2 usines. Une première qu'on voit de l'autoroute 10, qui en réalité est l'usine de fabrication d'isolants. Mais à même le site, à même le complexe, on a une autre ligne de production dans un autre bâtiment en arrière où c'est là qu'on recycle le polystyrène pour en faire des billes de plastique. Comme je disais, là, c'est pas les villes ou même les centres de tri, les recycleurs n'ont pas nécessairement les équipements pour faire la densification du polystyrène puis venir régler tous les problèmes de logistique, d'entreposage, de transport. Fait que l'accompagnement, on tente de le faire le plus possible avec les villes pour qu'ils soient prêts à investir là-dedans, mais c'est des équipements quand même dispendieux. Donc, quand tu es une ville et que tu génères juste... admettons, on va remplir la salle ici, je pense que même le Québec, là, en polystyrène, là, il pourrait remplir le stade olympique là, de matière densifiée. On aurait plusieurs stades là, olympiques si ce n'était pas densifié, cette matière-là. Fait que c'est beaucoup de matière qui se trouve partout sur le territoire. Il n'y a pas nécessairement des gros générateurs. Fait que ça prend quelqu'un à quelque part qui va chercher toute cette matière-là partout, qui va la densifier, qui va faire en sorte que, environnementalement, pour le transport de cette matière-là, ça soit viable, puis financièrement, que ça soit un prix compétitif aussi pour être capable de fabriquer un isolant qui ne va pas être hors de prix parce que, justement, on n'est pas organisé pour ça. Pour l'instant, puis là, je termine là-dessus, là, ma réponse est quand même longue. Il y a des villes qu'on collabore avec elles pour aller chercher le polystyrène parce qu'ils y croient beaucoup.
c'est souvent même les gens dans la ville, qui travaillent à la ville, qui y croient. Il faut qu'il y en a certaines qui s'approchent à l'étape de vouloir investir pour avoir l'équipement. Mais il y en a d'autres, malheureusement, qu'on a dû refuser d'aller recevoir leur polystyrène parce que, sous sa forme d'origine, nous, c'est un fardeau logistique chez nous. C'est difficile à gérer, ça prend de la place. Ça nous en prendrait 8 des entrepôts, là, si on prenait la matière sous sa forme d'origine. Puis on en a juste un. Fait que quand il est rempli de polystyrène densifié, on peut pas laisser ça. On peut pas laisser ça dehors, ça va partir au vent. Là, fait que c'est vraiment, c'est ça. On essaie le plus possible. Puis, En tout cas, vous nous donnez des pistes vraiment. Partez-vous dans l'entreprise de recyclage de polystyrène, puis c'est sûr qu'on va faire affaire avec vous. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes. C'est très, très apprécié, votre participation. Et puis, je pense qu'on a encore d'ouvrage à faire, c'est pas fini. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci tout le monde.